Alors, votre vision de médecin, votre vision de manager au sujet bien de la place du patient aujourd'hui, parce que depuis tout à l'heure, on parle de financement, on parle de professionnels de santé, de médecins, et on est tous patients, on est tous utilisateurs et usagers des systèmes de santé. Quelle est votre vision aujourd'hui sur une nouvelle place de ce patient et une nouvelle coordination des parcours aussi? Généralement, dans le groupe, quand on recrute un nouveau collaborateur, je le reçois le dernier, comme d'habitude, quand il passe tous les filtres. Moi, je lui pose une seule question. Vous allez travailler chez qui? Voilà. Parlez bien fort, près du micro. Merci, cher docteur. Merci beaucoup. Vous allez travailler chez qui? Assez souvent, ils me disent je vais travailler chez vous. Au fait, nous travaillons tous chez le patient. Et tout doit tourner autour du patient. Maintenant, depuis que j'exerce, je pense que quand on voit la perception du patient du soignant marocain, statistiquement parlant, il y a même une étude qui a été faite qui a été diligentée par le ministère sur le taux de satisfaction des patients ayant recours aux différents secteurs, puisque je représente le secteur privé. Il y a 80%, exactement 77% de patients satisfaits. C'est un bon chiffre. Ah, vous n'avez pas cru, hein? Et pourtant, aujourd'hui, il y a quand même une stigmatisation des structures de soins. Stigmatisation due à un certain nombre de problèmes pour lesquels nous, les soignants, quand je parle de soignants, je parle de cliniques, médecins et tout, on n'est pas responsable. Je dirais, on n'est pas totalement responsable. Il y a des brebis galeuses quand même, comme je le dis assez souvent, mais bon, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui déshonorent la profession. Quand on analyse le contexte, il y a de quoi. Il y a de quoi aujourd'hui. Comment voulez-vous que le patient soit satisfait et qu'il paye 60% de ses soins de sa poche? Pour des malades de niveau socio-économique moyen ou faible, c'est très important. Comment voulez-vous qu'il soit satisfait avec 30% de malades assurés au Maroc? Bon, il rajoute les ramédistes 40%. Pour moi, les ramédistes ne sont pas assurés. Le secteur privé, aujourd'hui, traite, je peux dire, 6 Marocains sur 10. Globalement, 90% des assurés. Ils disposent de 70% des nouvelles technologies. Il est très fluide. Vous voulez un scanner, vous le faites dans la journée. Vous voulez être reçu aux urgences, c'est dans la minute. Vous voulez être opéré, c'est dans les 24 heures. Une IRM dans la journée. C'est dire que c'est fluide. Ce secteur assume ses responsabilités, met en place une offre de soins. Vous savez que l'année Covid 2020, 44 cliniques ont ouvert leurs portes. Car même le ministère de la Santé n'a pas pu suivre pour donner l'agrément à ces cliniques parce que les hôtels étaient fermés pour qu'ils puissent loger. Mais pour vous dire que la cadence des cliniques, l'offre de soins s'améliore, mais dans un environnement économique et social où on est obligé d'avoir des insatisfaits et d'être stigmatisé, on le sait. Maintenant, on parle de cette nouvelle refonte du système de santé. Moi, je suis président de l'Association nationale clinique privée, président d'un groupe de santé, soignant aussi, je suis cancérologue pour les gens qui ne le savent pas. Et on parle de 32 millions d'assurés dans les 3 à 4 ans qui vont venir. D'abord, avec quelle entité de santé on va les soigner? Je pense qu'il y a 415 cliniques au Maroc d'une dimension moyenne.
Le général Moudden a supervisé une étude avec Sissou Chaouni. Je pense que la dimension de nos cliniques est très moyenne pour qu'ils puissent assurer une offre de soins suffisante pour les 32 millions. Pour quelles ressources humaines? Aujourd'hui, nous manquons de 100 000 ressources humaines, médecins et infirmiers. On a voulu tirer vers nous des médecins de l'étranger. 40 sont venus, 600 sont partis. C'est les statistiques du Conseil de l'Ordre. Les structures étatiques, les CHU, ils mettent 6 ans, 7 ans pour voir le jour. Les hôpitaux aussi, manque de ressources humaines. Donc, quand on parle d'une généralisation de la couverture, généralement, je ne suis pas pessimiste. Mais sur ce point-là, je me pose la question, comment on va faire? Bon, c'est une vision, c'est bien. Il faut s'y atteler. C'est une dynamique. Il faut apprendre aux citoyens marocains de recourir à une assurance maladie. Mais si on améliore l'assurance maladie dans le quantitatif, c'est-à-dire la quantité d'assurés, il faut aussi améliorer la tarification nationale de référence. Aujourd'hui, une réanimation à 1500 dirhams, elle est pratiquement impossible. Une chambre d'hospitalisation à 400 dirhams, c'est impossible. Je préfère la fermer, elle coûtera moins cher. Amélioration quantitative, qualitative. Aujourd'hui, le panier de soins avec lequel nous travaillons, il date de 2006. Il y a des techniques qui sont interdites dans l'offre de soins médicales, ou qui n'existent pas, et qui y figurent. La moitié des techniques ou des procédures ou des standards, etc., ne sont pas dans le panier des soins de l'assurance maladie. C'est dire aussi qu'il y a une réflexion à faire sur cette refonte de l'assurance maladie, qualitativement et quantitativement. Aujourd'hui, ça fait cet effet d'annonce qui dure, ça fait une année que Sa Majesté, une année et demie ou quelques mois que Sa Majesté a annoncé la refonte de l'assurance maladie, qu'on s'est réunis. Mais aujourd'hui, il y a une barrière. On ne sait pas ce que le ministère de la Santé fait. Moi, président de la NCP, ça fait une année que je n'ai pas vu le ministre. Si, le mois de Ramadan, lors d'un ftor, mais bon. J'ai pas vu le ministre de Finances parce qu'il faut payer ça. Il n'y a personne. On est en train de parler entre nous. Oui, c'est vrai, ce qu'on dit c'est vrai, mais est-ce qu'il y a des décideurs parmi nous? Faut que ça arrive chez eux. Aucun représentant du ministère. Vous les avez invités? Nous avons invité le ministère de la Santé, monsieur le ministre de la Santé, qui n'était pas disponible. Non, mais il vous a répondu. Il répond même pas. Son agenda ne lui permettait pas, mais nous lui transmettrons le message. Tout est enregistré et lui sera livré, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs. C'est lui qui paye. Donc pour vous dire, là on fera rien. Parce qu'il y a... Je ne dis pas, il manque de volonté politique, mais a-t-on les moyens de la politique qu'on est en train de tracer à la population? On ne l'a pas. Pour être clair avec vous. Aujourd'hui, la seule voie de sortie, et je le dis, c'est pas parce que moi je suis un ancien hospitalier, c'est un professeur de la faculté de médecine, et la seule chose dont je suis faire, c'est ce titre. Parce que tout le reste, on peut toujours l'acheter avec de l'argent. Celui-là, on ne peut pas l'acheter. Il n'y a que ces Moudden. Certainement pas. C'est le privé qui va tirer les Marocains du pétrin. On a beaucoup stigmatisé le secteur privé lors de l'épisode Covid pour les malades graves. D'ailleurs, j'ai été à la télé pour défendre, dans les médias, pour défendre le secteur, à juste titre. Aujourd'hui, un jour, j'ai dit au ministre, quand vous dites que les cliniques prennent 8000 dirhams, et pour les gens qui nous entendent de l'étranger, 800 € pour une journée de Covid en réanimation, en France, c'est 4500 €. Sur ces
sur ces 800 euros, il y a le tiers qui part à l'oxygène et aux accessoires. Et dans ces tiers, l'État prend 20% de TVA. C'est une bonne proposition. Oui. Si l'État avait montré une diligence et un intérêt à défiscaliser tout ce qui est en rapport avec Covid, les cliniques auraient fait un geste. Où est-ce qu'il est, Simouli Ahmed? Il est parti. Voilà. À tout un hôpital, 70 malades de réanimation pris en charge par la NCP. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on stigmatise les soignants, etc. Mais aujourd'hui, l'État était là à tirer la marge. Je ne connais pas la marge sur l'oxygène, certainement mieux que l'offre de soins. À l'oxygène, c'est la la pression se fait. Vous le filtrez, et puis après, il est vendu aux malades. Comment ça s'appelle, les dispositifs médicaux, la pharmacie, ce qui reste à la clinique et aux médecins, c'était vraiment ridicule. Et on a stigmatisé sur le... Pour vous dire que nos relations, fort heureusement, avec... Moi, je suis cancérologue. Hein. Vous pouvez rencontrer un malade que j'ai guéri, il va vous dire, professeur Sendali est le champion du monde, toute catégorie. Mais vous pouvez rencontrer aussi un malade qui n'est pas guéri, et il va vous dire que je l'ai assassiné son parent, ou là je l'ai tué. On est habitué. On est habitué. Des malades qui seront contents, il y a des malades qui seront mécontents. Ça se passe comme ça en France, en Allemagne, partout. Mais tant que nous gouvernons, et je ne fais pas de politique, je ne suis pas politicien, aucun parti, mais c'est la 4e réunion ou la 5e réunion fin de char. Je n'ai jamais vu un responsable de santé ni du ministère de la Finance. Les experts qui sont là, alors on ne fera rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour... Pas de la politique. Merci. Non, mais c'est un beau challenge. Ça éveille des sujets voilà, prioritaires dont le politique doit s'emparer. Exactement. Voilà. Alors, nous passons peut-être en ligne vers Paris. Traversons pour échanger avec Dr Anissa Belbachir, si elle nous entend, si on peut lui activer le micro, s'il vous plaît. Voilà, ben moi je voudrais d'abord vous remercier le professeur Mouden d'avoir pensé à moi et de m'inviter à participer à cette table ronde. Le sujet m'intéressait bien sûr, comment redéfinir les relations entre le patient et son établissement de santé. Je suis médecin anesthésiste dans un hôpital public à Paris. Et bien sûr, le meilleur exemple qu'on peut faire pour redéfinir cette relation du patient, c'est la réhabilitation améliorée après chirurgie. Et donc, bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients, et c'est sûr que ça poussera à la discussion. Mais tout d'abord, donc j'ai fait partie de l'ancienne génération. On a assisté à, que ce soit le chirurgien ou le médecin, à venir juste dire au patient, voilà, on va vous opérer, moi je vais vous faire une anesthésie générale ou une péridurale, sans lui laisser le temps de commenter ou d'accepter ou de refuser. Depuis 2012, donc il y a obligation, donc il y a une obligation légale d'informer le patient. Ça, c'est la première chose. Et puis après, enfin, de l'informer de façon loyale, claire et appropriée, bien sûr. Et puis, le législateur est allé un peu plus loin en 2016. Le médecin, maintenant, a obligation de recueillir le consentement du patient. Et donc, vous voyez, toutes ces lois ont poussé, bien sûr, à modifier le rapport du patient avec le médecin et avec son établissement. En ce qui nous concerne en France, donc avec la pression de nos tutelles, mais à cause bien sûr pour des raisons économiques et aussi pour la raréfaction du personnel soignant, donc on a été poussé à modifier notre façon de faire, notre organisation et à créer justement cette réhabilitation améliorée après chirurgie. Qu'en est-il? Donc, on parle toujours du patient. Comme vous le voyez, le patient était au centre donc de la discussion. La réhabilitation améliorée
C'est une prise en charge multidisciplinaire, comme vous pouvez le voir là sur cette diaporama, sur cette diapo. Et elle vise à améliorer, bien sûr, améliorer le patient donc, dans sa fonction, donc aussi bien physique que psychique. Et puis là, avec la réhabilitation, le patient est devenu acteur de sa santé. Donc, on va discuter, il va faire partie des discussions. Et là, le parcours de ce patient, donc vous allez me dire, c'est dans un monde idéal, mais vous allez voir que ce n'est pas à l'heure actuelle. Et je remercie le professeur Sounali parce qu'il a vraiment sorti tous les… Je connais un petit peu ce qui se passe au Maroc. Et vous allez voir que là, bon, je vous montre les choses telles qu'elles devraient être, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous avez la préhabilitation, là, elle est grisée parce que on est en train de la mettre en place avec l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc, la première réunion a eu lieu justement vendredi, donc juste hier, donc il n'y a pas longtemps. Et puis, on a cette phase préopératoire de cette RAC et la prise de décision partagée. Donc, c'est là où on voit le retour du patient donc dans les décisions, le retour ou le début du patient dans les décisions, c'est-à-dire vous proposez, moi en tant qu'anesthésiste, je lui propose, je lui dis voilà, pour cette telle intervention, la prothèse de genou, je peux vous faire une anesthésie générale, une péridurale, une rachianesthésie ou des blocs périphériques. Et il choisit. Ça, on n'avait pas la possibilité de le faire avant. Et bien sûr, si je ne suis pas la spécialiste de la péridurale, j'ai la possibilité de lui proposer un collègue. Donc, vous voyez, en préopératoire, donc on fait de l'éducation thérapeutique, donc on prépare ce patient à l'intervention, les règles de jeûne, la préparation à la sortie. Elle commence en préopératoire. Au bloc opératoire, donc quand le patient arrive, ils arrivent à J0, c'est-à-dire le jour de l'intervention. Et vous voyez, le patient va au bloc debout, donc digne, détendu, etc. Et le post-opératoire, là, c'est également une étape très, très importante où on va faire la mobilisation précoce, la réalimentation et bien sûr, il faudra une gestion de la douleur qui va permettre tout ça, cette mobilisation et cette réalimentation. Et après l'hospitalisation, et là, il faut continuer. Donc, le patient va sortir très rapidement. Donc, vous savez que la réhabilitation, c'est d'abord diminuer les complications. Ça diminue les complications quand on ne laisse pas le malade à l'hôpital et on diminue la durée moyenne de séjour. Donc, mais il faut continuer à gérer ces risques. Donc, après l'hospitalisation, donc qu'est-ce qu'on fait ? Ça passe plus. Voilà, donc cette réhabilitation ne concerne pas que les patients en bonne santé, bien sûr, sinon c'est l'ambulatoire, mais les patients âgés, les patients fragiles, la chirurgie majeure, la chirurgie oncologique. Et c'est pour ça qu'on voudrait mettre en place la préhabilitation pour les préparer à tout ça. Je parlais de la sortie rapide du patient, donc là aussi, il faudra bien sûr, on va le préparer, on va améliorer, mais faut-il encore diminuer les dépenses ? Et donc, pour ça, voilà, on va éviter les multiples déplacements, donc tout ce qui coûte, les ambulances, les déplacements coûtent très, très cher. Et donc, on va se tourner, comme on en parle depuis tout à l'heure, la dernière communication, on a également parlé, on a parlé de télémédecine, donc permettre un suivi du patient à l'extérieur de l'hôpital. Et puis, on n'oubliera pas non plus, bien sûr, je perds toujours le mot, l'empreinte carbone, donc on va la diminuer, raison pour laquelle aussi, je peux le mettre entre guillemets, je suis en visio, donc aujourd'hui, je ne coûterai pas cher. Et donc, vous le voyez, là, je vous donne un exemple d'un patient qui va être réhabilité, qui va bénéficier de la rééducation à domicile grâce à un smartphone et à une montre connectée. Et donc, comme vous le voyez, on surveillera son activité, la douleur dans la journée, la douleur la nuit, la douleur pendant l'exercice et sa mobilité. Et tout ça sur
plusieurs jours. On va vérifier, on va voir, on va comparer ces symptômes préopératoires aux symptômes à 6 semaines, à 3 mois. Donc, on va aller au-devant, donc on va voir rapidement s'il y a un risque, une inflammation, une infection, etc. On verra la douleur, on surveillera la douleur pré-op et on voit son évolution à 6 semaines, à 3 mois. On verra donc aussi l'activité journalière du patient, toujours en pré-op 6 semaines, 3 mois, et puis sa qualité de vie. Donc, on va aller chez lui. Donc, avec tout ça, avec cette télémédecine, effectivement, on va diminuer bien sûr tout ce qui est déplacement au patient. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on a du mal à avoir des kinés. Là, il aura un kiné tous les jours, un contact par SMS, par téléphone, par Internet avec le médecin concerné, avec l'hôpital, avec l'infirmière. Donc, c'est tout intérêt. Maintenant, quels sont les intérêts, donc justement, les intérêts pour le patient, l'intérêt pour les équipes, l'intérêt pour les établissements, l'intérêt pour la collectivité? C'est la question que vous posez. Donc, d'abord, l'intérêt pour le patient et pour tous les autres, c'est l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Et donc, diminuer donc, pour le patient, et c'est des preuves, donc c'est basé sur des preuves, donc l'evidence-based medicine, on a une diminution de la morbidité aussi bien chirurgicale que non chirurgicale, on diminuera l'hospitalisation et on diminuera la réhospitalisation. Les intérêts pour les équipes, donc bien sûr travailler en coordination, avoir une équipe de médecins, de kinés, pouvoir discuter du patient. Mais c'est pas rose, c'était bien au départ, mais à l'heure actuelle, on en discutera peut-être un peu plus tard, c'est très, très difficile pour ces équipes et vous l'avez su, donc ça fait la une des médias, il y a une fuite de personnel de l'hôpital. Intérêt pour les établissements, bien sûr, il y a une moindre dépense pour la même activité, mais il y a quand même une amélioration de la qualité et sécurité des soins. C'est vrai qu'on le sent, il y a moins de complications et ça a été prouvé. L'intérêt pour la collectivité, et là, je vous cite Gilles Bontemps, qui était directeur associé de l'ANAP. L'ANAP, c'est l'agence nationale pour l'appui et la performance donc des hôpitaux, des centres de santé. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que voilà que là, il a pris bien sûr les études de Kellett, qui est le père de la réhabilitation améliorée, et il nous dit que si on va jusqu'au bout de la mise en place de ces programmes de réhabilitation, donc on pourra diminuer le nombre de lits. Donc on peut aller diminuer, c'est-à-dire diviser par 3 en ce qui concerne les arthroplasties, et on peut aller jusqu'à 6, diviser par 6 pour la chirurgie colique. Donc pour la même activité, donc beaucoup moins de lits pour la même activité. On dirait, bien sûr, c'est intéressant. Et donc, voilà, et ça, c'est juste pour introduire, pour répondre à vos questions. Et je conclurai donc ce mini diaporama en vous disant que, en termes d'efficience économique, effectivement, l'optimisation des parcours est beaucoup plus pertinente. Mais, et un grand mais, et là, je rejoins absolument le professeur Sblali, il faut redistribuer une partie des gains économiques vers les producteurs de soins qui sont nous et les infirmiers. Donc, vous voyez, il y a beaucoup à discuter, que ce soit ici, en France ou au Maroc. La problématique, bon, je dirais pas qu'elle est la même, mais elle se ressemble. Donc, cette évolution est incontournable pour les patients. Il faut qu'on y réfléchisse. Effectivement, elle aura un grand intérêt pour le Maroc. Elle est indispensable à l'heure actuelle pour les établissements et la collectivité, parce que comme l'a dit le professeur Simlali, il n'y a plus de sous dans les caisses. Voilà, donc ça c'est juste pour introduire, mais on pourra discuter de tout ça. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut pas faire du simultané. Enfin, merci beaucoup, ce qu'on voulait dire. Bravo en tous les cas pour cette présentation extrêmement intéressante. Et puis, c'est vrai, comme c'est une démonstration, je dirais, dans le grand établissement de la PHP, enfin, la réhabilitation, donc après
rapide après chirurgie est un véritable levier qui permet de combiner aussi à la fois la performance des interventions, mais aussi la mobilisation des nouvelles technologies pour assurer, la réduction de la durée du séjour du patient, mais aussi une meilleure observance, une meilleure surveillance aussi à distance, puisque le patient souhaite aussi réduire son séjour. Notamment, hein. Et donc, du coup, c'est intéressant de développer un peu ces nouvelles modalités. Et ça valorise d'une part l'autonomie du patient et d'autre part favorise la mutualisation aussi, et les interactions entre professionnels de santé. Alors, de Paris vers la Guinée, je me tourne vers Dr Mara Demba, directeur du deuxième plus grand établissement de santé en Guinée, et plus jeune directeur hospitalier nommé par décret. J'aime bien le rappeler parce qu'on a la chance aujourd'hui de nous réunir avec une mixité de générations, une mixité de spécialités et de visions, ce qui rend cette rencontre encore plus enrichissante. Quelle est votre vision au sujet de la même question? Et merci encore d'avoir fait le déplacement. Alors, merci Nada et avec toute l'équipe et tout ce que vous avez fait pour que je puisse être là, qui est une opportunité non seulement professionnelle pour moi, mais aussi retrouver mon pays d'accueil dans le cadre de ma formation professionnelle, parce que c'est ici que j'ai étudié. Alors, c'est tout un honneur pour moi et je trouve mes enseignants, le professeur Thierry Nobre qui sont là et docteur Sana qui est là. Bref, je ne peux citer que cela. Et la question fondamentale qui nous réunit cet après-midi, comme tu l'as dit, comment rétablir cette confiance entre le patient et son établissement. Et nous avons connu un changement, en fait. Et ce changement a conduit ce qu'on appelle la refondation de l'État. Et dans cette refondation, il a été demandé au ministère de la Santé de faire des propositions par rapport à un certain nombre de priorités. Et 15 priorités ont été définies. Et parmi les 15 priorités, on s'est fixé, ou bien nous avons assorti 5 priorités absolues. Parmi les 5 priorités absolues, la relation, le fait de rétablir la confiance entre le patient et son établissement occupe le deuxième rang, c'est-à-dire après la digitalisation, c'est-à-dire l'hôpital numérique. Bon, on aura le temps peut-être de discuter de ça après. Et pour ce faire, nous avons mis au centre 2 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est le patient, comme elle l'a dit. Mais ça ne se limite pas là. Il ne faut pas oublier ou perdre de vue le personnel soignant. Il faut les 2 éléments pour rétablir la confiance entre le patient et son établissement de santé. Pourquoi? Ce n'est pas le patient seulement qui utilise nos établissements de santé. Ce patient suit ses compétences, suit ses personnels. Si ce personnel est qualifié, on peut observer ce qu'on appelle, nous avons trouvé ça statistiquement, le taux d'attraction a augmenté. Et quand on a été nommé, l'une des priorités, c'est qu'on a aussi rapidement décentralisé les compétences. Et quand on a décentralisé les compétences, c'est-à-dire les médecins spécialistes, on a fait appel aux médecins spécialistes du niveau central vers le niveau déconcentré. Donc le taux d'attraction était à 17%. 4 mois après une évaluation, le taux d'attraction est allé jusqu'à 38%. Donc c'est vrai que ce n'est pas le seul aspect, mais avec les nouvelles compétences, c'est-à-dire des nouveaux spécialistes, gynéco, odontostomato, chirurgie, etc., pédiatre. Et ça nous a permis vraiment d'avancer. Et qu'il y a eu un impact aussi positif par rapport à la recette journalière que nous observons. Et pour corroborer ces 2 éléments avec tous les changements que nous avons connus aussi, c'est vrai qu'il y a le changement démographique, ou les transitions plutôt, je préfère ce mot. Comme vous le savez, nous avons connu les différentes transitions. La transition démographique, la transition digitale, ou si vous voulez technologique, mais aussi la transition épidémiologique. D'une part, ça a créé, si vous voulez, cette distance entre le patient et son établissement. Alors, nous avons pensé à mettre quoi?
exactement, nous avons essayé d'humaniser le service des urgences. Parce que chez nous, bon, sûrement aussi ailleurs, c'est la partie vitrine, comme vous le savez. Mais comment on a humanisé le service des urgences? C'est que nous avons mis un système de kit en place. C'est-à-dire, s'il y a un cas de traumatisme ou bien une fracture ouverte, etc., tout de suite, ces médecins s'occupent de ces malades, mais qui ne demandent pas de l'argent, sauf après les avoir soignés. Mais le système, avant qu'on prenne les choses, les taureaux par leurs cornes, c'était pas ça. Et à travers quel système? Système de facturation, mais de façon digitalisée. C'est-à-dire, le patient, il est là, il est reçu. Après tout traitement, il passe à la caisse pour payer. Mais à travers un système numérique. C'est la raison pour laquelle je voulais profiter quand le docteur Said parlait un peu la télémédecine. Et entre guillemets, je vais ouvrir cette parenthèse-là, c'est extrêmement important. Il nous a donné les cours, on a reçu un module sur ça, la sécurité informatique. Et après ces cours, il nous a invités à suivre quelques liens qu'on peut explorer après. Le résultat, arrivé au pays, nous avons expérimenté au CHU. Il y a un CHU qu'on appelle l'amitié sino-guinéenne. Nous avons expérimenté la digitalisation. Et le résultat, premièrement, c'est vrai qu'il y a tout un processus, il y a des difficultés. Mais ce qui est important, on se campe le côté positif. Alors, premièrement, ça rétablit tout de suite la confiance entre médecins et les patients. Comment? Un patient qui se rend à l'hôpital, ce qu'il a payé, il a le reçu. Après consultation, pas de problème. Deuxièmement, ça a déclenché ce qu'on appelle aussi la motivation. C'est-à-dire, on a mis un système qu'on appelle le système de financement basé sur les résultats, si vous voulez, PBF. Alors, c'est sous forme de primes. Ce que le médecin fait, à la fin du mois, au-delà de son salaire, il a ce système de primes. Donc, ça a motivé, Et aussi la confiance entre les dirigeants, c'est-à-dire la direction et le personnel. Et enfin, comme je l'ai dit aussi, ça a augmenté ce qu'on appelle le taux d'attraction. Et même la durée moyenne de séjour aussi a diminué. Alors, si vous voulez qu'on apporte, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est ma vision, mettre tous ces éléments-là au centre, mais qu'est-ce qu'il faut recommander? Pour que tous ces éléments-là marchent, il faut se baser sur un certain nombre d'aspects. Pour moi, le premier aspect, c'est l'humanisation, je l'ai dit tout de suite, tantôt. Le deuxième aspect, il faut toujours maintenir ce qu'on appelle cette technologie, c'est-à-dire cette digitalisation, cet hôpital numérique, c'est extrêmement important parce que nous, on l'a vécu et avec les résultats ou les données ou les évidences. Troisièmement, c'est la communication. Et cette communication ne se limite pas seulement entre le médecin et les managers. Nous avons mis ce qu'on appelle un comité de relations des usagers, qu'on appelle le CRU, qui explique qu'est-ce que l'hôpital fait, et aussi, à travers ce comité aussi, qu'on puisse recevoir qu'est-ce que les patients attendent de nous. C'est vrai que nous faisons des enquêtes d'image, mais ça ne se limite pas là. Ce comité, bon, il n'y a pas de médecin forcément, mais ce comité vient au sein de la communauté elle-même, c'est-à-dire qu'on nous montre les leaders, les influents, etc. Et nous avons les communes, nous avons la mairie, nous avons la préfecture, nous avons le gouvernorat, parce que c'est un hôpital régional. Donc, nous avons campé quelques profils pour pouvoir appuyer l'hôpital. Et je vous dis, honnêtement, pour l'instant, le résultat, il est très bon, je vais dire comme ça. Mais au-delà de tout ça, c'est qu'on a l'accompagnement aussi de nos nouveaux dirigeants. Parce que, comme vous le savez, on a aussi connu un changement politique. Donc, avec cette nouvelle direction, ou cette nouvelle gouvernance, si vous voulez, tient tellement au changement, parce que le pays a connu plein de choses. Donc, premièrement, avec cette nouvelle gouvernance, ils ont essayé d'identifier les compétences, mais avec les jeunes, dont la tranche d'âge évolue de 32 à 48 ans pour l'instant. Donc, c'est pour vous dire combien de fois, si nous mettons aussi les jeunes
un certain niveau de responsabilité, c'est que nous avons envie d'innover en fait. C'est extrêmement important. Nous avons appris des choses ailleurs, nous avons vu et que nous comptons implémenter aussi chez nous. Et pour ce faire, voilà quelques points pour l'instant qu'on s'est fixés et avec les résultats obtenus. Je vous remercie. Super, merci beaucoup. Professeur Montasser Cherif Chefchaouni, merci d'être parmi nous, merci de vous être rendu disponible pour participer à cette table ronde. Quelle est votre vision sur la place du patient et puis les innovations dans les établissements de santé et puis avec ce contexte de transition, de transformation? Bien, merci déjà de m'avoir invité à participer. Donc je remercie les organisateurs de la journée. C'est très bien déroulé. Je pense que tout le monde sera du même avis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis chirurgien, je suis professeur à la faculté de médecine de Rabat. J'ai eu des fonctions de responsabilité en gestion hospitalière. J'ai dirigé 2 CHU au Maroc, l'hôpital Cheikh Zayed pendant quelques années, et également le projet d'hôpital Cheikh Khalifa que j'avais contribué à construire et dont j'ai été le premier directeur général pendant une petite période, juste à l'ouverture. Et donc depuis 2015, je suis revenu à mes activités de chirurgien et j'interviens en tant que consultant sur un certain nombre de projets au Maroc et à l'étranger. Voilà, alors donc quand vous m'avez demandé de participer avec ce thème, donc j'ai essayé de cogiter un petit peu. Franchement, je n'avais pas les idées très claires sur ce sujet-là. Quelques expériences personnelles, bien entendu, que j'ai mis à profit. Puis j'ai lu un petit peu pour voir qu'est-ce qui serait pertinent à recommander à l'échelon international, plus spécifiquement au Maroc. Et je voudrais tout d'abord dire que relation entre l'établissement et le patient, je voudrais déjà dire historiquement qu'est-ce qui caractérise cette relation. Elle est essentiellement caractérisée depuis toujours et jusqu'à encore très récemment par une asymétrie d'informations flagrante. Le malade est là, il vient chez son médecin, à l'hôpital ou autre, disons, puisque nous parlons d'établissement, ça sera un hôpital ou un cabinet ou autre. Et en fait, il est dans une position de demandeur. Il attend la science, il attend le soutien, l'aide, il attend la décision des sages, en quelque sorte. Et c'était rare, hein. Il y a quelques années, c'était exceptionnel d'avoir un patient curieux ou un patient qui posait des questions. En général, oui, docteur, d'accord, docteur, merci, docteur, au revoir, docteur, à bientôt. Alors, en gros, ça se résumait à ça. Et nous, les médecins, les infirmiers avaient un peu le beau rôle. C'était très confortable, hein, parce que finalement, voilà, on prenait la décision, on n'avait pas trop à la justifier, si ce n'est entre les pairs, dans les staffs hospitaliers ou autres, parce que quand même, voilà, on n'est pas dans les établissements hospitaliers, les médecins ne sont pas complètement isolés, comme ils peuvent l'être en cabinet. Et puis ça se passait comme ça. Et puis, avec le temps, depuis dans 10 ans, 15 ans, ça commence à changer. Je pense que tous les confrères seront d'accord avec moi. Les patients sont plus curieux. Ils ont de l'information sur Internet, de l'information médicale, on veut, tu en voilà, qualité variable. Information qui est reçue par des malades ou par leur famille qui ne sont pas médecins, qui ont une connaissance scientifique limitée. Donc du coup, interpréter cette information, la comprendre, l'assimiler à soi-même, c'est déjà, voilà, c'est une gageure. Et quand ils arrivent chez les médecins, dans l'établissement, en général, ils ont des idées préconçues déjà sur leur état, sur ce qu'on devrait leur proposer, sur les soins possibles. Et le temps nécessaire aux professionnels de santé pour communiquer valablement, recueillir le consentement éclairé, c'est un temps qui devient de plus en plus long. Il est même plus compliqué aujourd'hui d'expliquer que ça a été il y a 10 ans quand on devait expliquer à quelqu'un qui ne connaissait rien. D'ailleurs, moi, expérience personnelle, de temps en temps, j'ai vraiment l'impression de repasser mes examens de clinique de chirurgie avec certains patients qui vous posent des questions, ça va dans tous les sens, et donc après, je leur dis, mais attendez, vous consulter ou vous me faites passer un examen. Alors ça dépend de l'atmosphère tout de suite. Mais bon, ça rend bien compte que c'est de plus en plus consommateur de temps et d'énergie pour les professionnels. Or, le temps et l'énergie, c'est ce qui est le plus précieux aujourd'hui dans le système de santé, parce que dans tous les pays, on est dans un contexte de pénurie, de rationalisation. Donner suffisamment de temps, c'est faire moins d'activités. Et logiquement, derrière, c'est avoir une rentabilité, en guillemets, pas nécessairement financière, mais une rentabilité, j'allais dire, d'activité des établissements qui sera moindre. À côté de cela, le patient, je dis patient, c'est le terme consacré. Le patient, c'est le terme d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Le patient, il patiente. Il vient au cabinet, il vient en consultation, il vient dans son lit hospitalier, il patiente pour l'intervention, il patiente pour qu'on vienne à la visite le consulter, il patiente pour qu'il reçoive son antalgique, il patiente pour qu'on décide de la journée quand est-ce qu'on va le décharger, qu'il va rentrer chez lui, il patiente pour savoir quand est-ce qu'on va l'autoriser à s'alimenter, bref. Voilà.
il est là, il patiente. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les patients, je l'utilise une dernière fois, ce sont des clients. Au risque de choquer certains d'entre vous, ce sont des clients. En tout cas, eux se considèrent comme des clients du système de santé, qu'ils soient publics ou privés. Ils payent ou leur assurance paye. Vous avez bien vu qu'au Maroc, c'est encore 50% d'out-of-pocket. Dans le secteur privé, les restes à charge sont de l'ordre de 35 à 50% pour l'hospitalisation. Même dans le public, il y a du reste à charge parce que les gens qui viennent dans le public, même quand ils sont ramédistes, terme qui va disparaître dans un mois normalement, à la fin du mois de juillet, supposé, ils ont des frais qui restent à leur charge parce que l'hôpital ne fournit que ceux dont il dispose, il ne fournit pas la totalité. Et donc, ils ont un niveau d'attente qui n'est pas celui qu'il y avait il y a un certain temps. Ils veulent être pris en charge. Et c'est justifié. Ils peuvent être pris en charge rapidement avec des délais courts, avec de la qualité, avec de l'attention, ils ne veulent pas souffrir. Et donc, ce changement-là fait que la relation entre l'établissement et le patient, le client, doit être radicalement changer. En tout cas, elle doit être perçue par les professionnels de soins de façon différente. Il faut qu'on change notre façon de faire. Il faut qu'on aille vers le patient pour répondre à son besoin de client. Voilà. Alors, comment faire ça? Partout, ça va être difficile parce que les professionnels de santé, voilà, ils n'ont pas le temps, ils sont peu nombreux, ils ont 10 000 choses à faire sur le plan des soins, sur le plan administratif, du travail administratif, de reporting, de saisie sur les systèmes. Et donc, c'est autant de temps en moins pour le patient et pour sa famille. Dans notre contexte marocain, c'est encore pire. C'est encore pire parce que le niveau d'instruction moyen n'est pas celui qu'on peut retrouver en Europe. Donc les difficultés à communiquer sont plus importantes sur des thématiques, des choses scientifiques. Il faut pouvoir communiquer avec le patient en des termes simples et adaptés à ça peut être en darija, ça peut être en classique, ça peut être en amazir selon les cas. Donc c'est une complexité supplémentaire. Et nos professionnels sont encore moins disponibles que ça peut être, qu'en France, nous, vous voyez, on est 6,7, je pense, aujourd'hui, médecins pour 10 000. En France, vous êtes à 35, en Espagne, ils sont à 24. En Algérie, pays voisin, ils sont à 14,1. En Tunisie, ils sont à 13,2. On est loin du compte. Et si on tient compte du fait que la population va atteindre 40 millions, l'hypothèse moyenne du HCP, 40 millions en 2030, 40 millions de Marocains, 16% de personnes de plus de 60 ans qui vont être gros consommateurs de soins, et qu'en parallèle, pour répondre à minima aux besoins de cette population, 2 lits pour 1000 habitants, on a besoin de créer 35 lits de plus que ce que le ministère de la Santé prévoit à ce jour dans son planning décennal. 35 000 lits de plus, qui ne peuvent venir que du secteur privé. C'est énorme. On a tendance à voir que toutes les créations qui se font aujourd'hui de cliniques, on se dit « Ah, mais c'est beaucoup, comment ils vont faire ?» Mais c'est encore très peu par rapport à la demande de la population. Alors, est-ce qu'on aura les professionnels en face en 2030 ? Probablement pas, puisque toute faculté privée publique aujourd'hui créée, y compris les 3 facultés qui sont en cours, une à Ben Guerir, une à Ben Mellal privée, et une à Rabat à l'UR, avec ce qu'ils vont former, eux, ils ont les premières promotions à peine en 2030, la première promotion avec ce chiffre-là, on aura à peu près 35 000 médecins de plus, dans le delta entre ceux qui s'en vont et ceux qui sont formés. Il nous en faudrait 90 000 pour rattraper le niveau de l'Algérie. Donc la pénurie de personnel, elle est là, elle va durer. C'est le principal défi du système de santé de demain. Alors, comment faire pour que ces personnes, ces clients, de plus en plus exigeants quant à la communication, à la prise en compte de leurs besoins, puissent trouver suffisamment de personnes en face pour leur expliquer, pour leur donner du temps? C'est là le problème majeur. Alors, moi, j'ai quelques suggestions. Tout d'abord, il faut que les personnels soient formés à la communication et à la gestion des conflits. Si on communique moins bien, on communique en moins de temps qu'il faudrait pour bien faire comprendre aux patients. Et en cas de litige ou de conflit ou d'incompréhension, le conflit se résout de façon plus facile et plus rapide. C'est autant d'énergie et de temps de gagner. Deuxième point, c'est de digitaliser le plus possible toutes les interfaces pour la prise de rendez-vous, pour les déplacements de rendez-vous, pour la transmission des prescriptions, d'avoir un système de dossier patient comme partagé avec le patient où il peut retrouver tous ses examens. C'est autant de fois qu'il évitera d'aller à l'hôpital ou chez son patient, son médecin, pour demander des duplicata ou des copies. Bref, essayer de fluidifier au maximum. Par exemple, c'est pas logique. Moi, je suis toujours étonné, un patient que je vois en consultation post-opératoire, je lui dis, bon, très bien, vous revenez dans 6 mois, tel jour, telle heure. C'est terminé, ça.
Normalement, il faudrait qu'il puisse avoir, à 1 mois ou 15 jours avant, puisse adapter. Ce jour-là, il n'est pas disponible, il a une contrainte, machin. Même si j'avertis 6 mois, il peut y avoir des choses majeures, d'autant que cette consultation à 6 mois, elle n'est pas urgente, elle n'est pas importante, elle pourrait se faire une semaine avant, une semaine après. Donc il faut donner de la souplesse pour que l'expérience du patient, dans son interface avec l'établissement de soins, qu'elle soit un peu plus personnalisée, un peu plus fluide. Donc la digitalisation. Troisième point, je pense que dans l'organisation des établissements de soins, il faut que les processus tiennent compte de l'expérience client, l'expérience patient, au sein de nos établissements. On en tient rarement compte ou jamais compte quand on construit un processus, quand on met à jour un processus dans le cadre de la démarche qualité. Il y a rarement l'input patient. Tant de patients estiment qu'il est compliqué de passer par cette étape-là et qu'on pourrait faire plus simple. On ne collecte pas d'informations, donc en réalité, derrière, on ne l'applique pas, on ne la prend pas en compte pour améliorer nos process. Donc, il y a des entreprises privées, non médicales, qui ont créé une fonction qui s'appelle le Chief Experience Officer. C'est le directeur de l'expérience patient, client. Donc c'est quelqu'un qui enregistre, qui met en place un système avec une équipe d'enregistrement de toutes les données des datas de l'expérience patient, c'est les temps d'attente, c'est les taux de satisfaction lorsqu'on fait des expériences clients, c'est le taux les plaintes, les réclamations, qui synthétise tout ça et qui intervient à chaque étape des process hospitaliers pour dire attention, ça c'est pas customer friendly, c'est pas dans le sens de l'amélioration de l'expérience patient. Peut-être que ça simplifie la vie des soignants, mais pas celle du patient. Donc si le patient est au centre comme tout le monde, comme on le réclame tout le temps, il faut qu'on en tienne compte. Et enfin, une dernière expérience qu'on avait juste initiée au CHU de Rabat, mais qui a périclité assez vite. Moi, j'étais parti, elle n'a pas été poursuivie. C'est de mettre en place une fonction dans l'établissement de soins de médiateur. Médiateur, une sorte d'ombudsman, un petit peu comme... c'est quelqu'un qui est le porte-parole des patients, qui préserve le droit des patients et qui intervient en cas de plainte ou de réclamation haute, qui intervient auprès de l'organisation, quel que soit le point de l'organisation qui est critiqué, pour défendre le droit du patient, lui simplifier la vie, lui faciliter ou régler pour lui un problème quelconque. En général, quelqu'un qui, en gros, a un certain pouvoir pour intervenir sur l'organisation pour dire non, vous n'avez pas respecté le droit de ce patient, ou vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, ce que vous auriez pu faire pour ce patient. Donc voilà ce qui me semble, moi, être les 4 points essentiels qui permettront de transformer le sentiment, le ressentiment du patient en sentiment favorable, puisque aujourd'hui, dans notre contexte, Serdouan le disait tout à l'heure, on a plutôt une tendance où les patients, les familles, le public est plutôt très critique, voire même un peu injuste vis-à-vis du secteur de santé en général et du secteur privé notamment. Et donc ces éléments, à mon sens, permettraient logiquement de redresser les choses. Alors bien sûr, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est de l'argent, mais dans le contexte de Big Bang du système de santé chez nous, où le public et le privé vont devenir quasiment concurrentiels, ils vont avoir les mêmes patients, les mêmes assurés, normalement les mêmes tarifs, il va falloir faire en sorte que les patients, il faut qu'on se tourne vers le client, pas seulement vers le patient. Voilà, merci beaucoup. Super. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces différentes interventions, à la fois en ligne et puis en présentiel. C'est très intéressant parce que ça vient en écho avec tout ce que l'on peut aussi entendre et voir en France, en particulier sur les problématiques. On a parlé de l'expérience patient, par exemple, sur à la fois la dimension stratégique pour peut-être redonner un peu plus de qualité, en prenant en compte évidemment la parole de celui qui est le consommateur des soins, mais celui qui détient de l'information, de la connaissance, de la donnée aussi, et qui est aussi acculturé de plus en plus aussi sur l'information médicale. Voilà. Donc effectivement, il y a de véritables leviers intéressants à mobiliser de telle sorte que le patient devienne quelque part partenaire. Alors ça, c'est aussi des éléments qui apparaissent de plus en plus dans les organisations internationales, plutôt culture anglo-saxonne, mais c'est vrai qu'en France, on avance tout doucement avec la Haute Autorité de Santé pour essayer d'inclure évidemment une place singulière du patient. Donc effectivement, donc là il y a vraiment un enjeu très important à ce niveau-là. Et puis se détacher de cette étiquette de patient, parce qu'on ne veut plus patienter, on est acteur du parcours de santé, et puis responsabilisé et valorisé. Je propose de prendre des questions de la salle. Tout à fait, bien sûr. On ne regarde plus l'heure. Oui, il y a 2 questions. 2 questions. Voilà.
Prenons les Alors, deux vous avez questions, s'il le vous micro plaît. est arrivé Merci juste derrière beaucoup. vous, cher monsieur. Génial. Alors, c'est Il arrive, le micro. monsieur en bas, s'il vous plaît. Voilà, Oui. juste là. Et ensuite, madame Allez-y. au milieu. Merci. Posez votre question. Salut tout le monde. Salut tout le monde, je me présente tout d'abord. Je suis Dr Tibatou Amin. Je suis médecin résident en psychiatrie à Agadir. Donc, Parlez bien fort. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, pour le thème de cette table ronde, je veux bien qu'on essaye de l'aborder de notre manière. On parle de comment redéfinir les relations entre le patient et son établissement de santé, mais il faut aborder cette problématique d'une manière qui est plus globale. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a la création d'un nouveau ministère qui s'appelle la transformation numérique et la réforme de l'administration. Donc du coup, c'est tout un écosystème qui se construit et la santé n'échappe pas de cet écosystème. Donc c'est ce qu'on avait parlé ce matin. Donc c'était les projets de numérisation du dossier médical et de la médecine. Et en même temps, c'est un petit peu la réforme du système de santé au Maroc. Donc, je pense qu'il sera logique que tout se passe dans la même vitesse. On ne peut pas espérer qu'il y aura une réforme du système de santé alors que les autres domaines ne suivent pas. Donc, du coup, je ne sais pas si, par exemple, le patient marocain il est prêt à toute cette transformation, notamment la télémédecine. Et par exemple, on n'a pas eu du feedback, de ressenti des patients marocains vis-à-vis de la télémédecine. Je ne savais pas pour les témoignages qui ont été faits. Ils ont parlé de leurs expériences de l'hôpital militaire, mais on n'a pas eu le ressenti du patient vis-à-vis de la télémédecine. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je pense que Dr Smounali aura aussi quelques réponses par rapport aux enquêtes patients. Donc, la question de madame, et puis nous répondrons en totalité. Merci beaucoup. Merci. La majorité de nos patients ont un salaire de 2500 dirhams. Si vous enlevez le loyer de 1500 dirhams, il vous reste 1000 dirhams. Donc, les patients n'ont aucune envie d'envisager d'aller chez le médecin parce qu'ils n'ont aucune envie de s'engager dans des frais médicaux. Ils ont une bonne relation avec leurs établissements de santé, c'est avec leur portefeuille qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'ils consultent tard et que le coût du traitement des maladies est élevé parce que en médecine, comme on le sait tous, quand la maladie est traitée tôt, le coût est très bas, avec des résultats fonctionnels élevés. Quand la consultation se fait tard, les coûts sont énormes, avec un résultat fonctionnel très réservé, dirons-nous. Donc, le scénario Apocalypse Now, on ne saura pas gérer. Je pense qu'il est plus sur le papier, qu'on aura le temps de former les médecins, le temps que le salaire des Marocains double. D'accord ? Parce que pour qu'ils viennent plus consulter, il faudrait que si on enlève le loyer, ils aient assez d'argent pour venir consulter. Et c'est pas seulement le système de santé qui est en évolution, c'est les pratiques illégales de la médecine qui évoluent. Parce que quand on a 1000 dirhams qui restent dans la poche, on ne va pas chez le médecin, on va dans l'exercice illégal de la médecine. Je suis ophtalmo, je peux vous dire qu'on galère avec certains opticiens, pas tous, il y a des opticiens excellents, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font leur travail dans la règle de l'art, mais fini les praticiens d'exercice illégal dans la pénombre des qissariyettes, ça non, ça a terminé. Maintenant, on est dans des boutiques bien illuminées, avec tablette à la main, et l'exercice illégal de la médecine a flambé. Et au fait, les facultés de médecine ont aussi changé. C'est excellent. Ils forment plein de métiers qui gravitent autour du médecin. Mais j'insiste sur la nécessité que le diplôme donné ne prête à aucune confusion par rapport à ce qu'ils feront. Par exemple, un opticien qui sort de la faculté de médecine ne peut pas coller sur son mur faculté de médecine et des sciences, parce que sinon les patients qui vont déjà là-bas et qui croient qu'ils ont vu un médecin, eh bien, ils vont être induits en erreur. Donc, dans le site internet qui est sur la faculté, le contenu doit être clair. Tout le monde est important, on est vraiment important, tous pareils, tous pareils, mais chacun fait son métier. Et ça doit être clair dans le fond et dans la forme du diplôme que les facultés de médecine vont délivrer. Ça doit être bien clair, parce que déjà avec la flambée de l'exercice illégal de la médecine, voir cela, ça crève le cœur. Moi, je suis dans un immeuble où 3 spécialistes enfermés. Le premier est un traumatologue. Il est excellent, il a ouvert, il a investi dans un cabinet
Et un jour, il est allé acheter un flacon de bétadine à la pharmacie. Il a entendu un patient dire au pharmacien, j'ai envie de voir un traumato. Et l'assistant lui a dit, voilà, vous allez partir, perdre du temps dans une salle d'attente, payer 250 dirhams et sortir avec ces 2 médicaments. Voilà, je vous ai fait beaucoup d'économies en ces temps difficiles. Et ce monsieur, il est parti en France pour payer ce qu'il doit à la banque pour son investissement au Maroc. Il est parti travailler à l'étranger pour pouvoir entrer dans ses frais. Deuxième est parti dans une autre ville, une autre dans un autre quartier. C'est la fille de 2 médecins. C'est parce qu'elle est dermato, et les dermatos actuellement, ils font face à de terribles défis. Les esthéticiens ne manient plus les brosses ni les peignes, mais les seringues de botox et d'acide hyaluronique. Et quand ça se passe, c'est bien, et quand ça passe pas, ils vont aller voir un vrai médecin pour éponger les dégâts. Et je pense qu'on doit être vraiment, on doit vraiment faire attention à ce qui se passe, ne pas être trop alarmé. Oui, c'est vrai, il va falloir mobiliser des ressources humaines et matérielles, mais on n'est vraiment pas dans le scénario apocalypse now. Voilà. Merci beaucoup, voilà. Merci. Alors, répondons. Voilà. Professeur Succède. Je vais répondre aux enquêtes de satisfaction. C'est le souci de tout groupe qui se respecte pour avoir le feedback des patients. Et nous avons des enquêtes de satisfaction standardisées sur toutes les cliniques où il y a 4 chapitres. Paramédical, médical, hébergement et administration. Taux de satisfaction médecin, ça touche les 95%, 100%, donc aucun problème. Taux de satisfaction au niveau de l'étage, les soins, etc., satisfaction parfaite. Bon, l'hébergement, bon, si le souhait des malades pour avoir le tagine, du steak frites, ça coûte moins cher. Le kilo de viande de steak, c'est 120 dirhams, tagine 60 dirhams. L'administration, catastrophe. Malheureusement, aujourd'hui, on parle beaucoup de cette histoire de chèque de garantie. Et si vous avez suivi les médias, nous avons fait une tentative au sein de la NCP pour améliorer l'accès aux soins des patients sans déposit ni de garantie. Et donc, on a appelé les mutuelles les plus importantes, dans celles qui nous hébergent aujourd'hui. Je leur ai dit, écoutez, en tant que président de la NCP, je vais m'engager à la place des cliniques que tout malade qui arrive rentrera, il se fera soigner, il ne déposera aucune garantie, aucun chèque. C'est sorti dans les médias, il y a quelques semaines. J'ai une seule condition, vous êtes des présidents de mutuelles, engagez-vous par écrit que si la CNOPS ne répond pas, vous réglez à la place du malade. Parce que nous avons des dossiers qui mettent 1 année dans l'administration de la CNOPS. Je l'ai dit à CN, tout le monde, personne n'a voulu prendre un engagement. Pour vous dire aujourd'hui, ces problèmes administratifs dont se plaignent les patients, on n'en est pour rien. Nous sommes prêts à fluidifier l'accès aux soins des patients, mais à condition qu'il y ait quelqu'un qui s'engage à la place du patient quand ça coince au niveau de la mutuelle. Donc c'est dire que tout souci d'un gestionnaire de clinique, c'est de suivre un peu le feedback concernant le patient. Le problème ne se passe qu'au niveau de l'administration, on le sait. Donc il y a un effort, il y a une responsabilité à prendre au sein des gestionnaires de santé qu'ils ne veulent pas prendre parce qu'ils ont peur de déséquilibre atteint récemment par la CNOPS. Aujourd'hui, la CNOPS ne paye plus les cliniques parce qu'ils ont atteint le déséquilibre attendu depuis longtemps. Merci beaucoup. Professeur Chouchaouni, vous voulez réagir aux commentaires, questions? Oui, merci. Donc la question sur l'expérience
En cas de satisfaction, ça rejoint un peu l'expérience patient, un peu Oui. le sujet que j'ai traité. Moi, j'ai deux expériences vécues, une à Cheikh Zayed et une au CHU de Rabat. Grande enquête de satisfaction, bon, essentiellement sur la partie hospitalisation et ambulatoire, acte lourd. Les résultats sont assez différents et ça rend bien compte du fait qu'en fait les populations étaient différentes. À l'hôpital Cheikh Zayed, donc privé à but non lucratif, bon, c'est des patientèles un peu plus, voilà, plutôt haut de gamme. Donc l'enquête de satisfaction a mis en évidence quasiment tout était bon, sauf là encore la cuisine, effectivement. Ça, on retrouve toujours, parce qu'en fait on ne mange bien que chez soi, ou mieux chez sa maman. Partout ailleurs, c'est pas bon. Si on rajoute le fait que quand on est malade en général, ben, on n'a pas trop d'appétit, les aliments n'ont pas le même goût, on vous réduit le sel, on vous réduit le sucre, enfin, donc c'est pas bon, quoi. C'est pas bon comme à la maison. Donc ça, c'est une constante. Dans tous les pays du monde, on vous dira l'alimentation à l'hôpital, voilà, c'est pas bon. C'est fait comme ça. Et par contre, et le point fort qui avait été relevé, c'est, bon, d'accord, les médecins et les soins, mais quelque chose qu'on n'attendait pas du tout, c'est la facilité de parking. Eh oui. Et parking facile. C'est ressorti comme étant, c'était un questionnaire, une partie ouverte. Il y avait 70% ont cité le parking, la facilité de parking. Comme quoi, hein, la qualité dans l'hôpital, ça tient parfois, voilà, au fait de pouvoir stationner facilement. Au niveau du CHU, les résultats étaient moins bons, même si la clientèle est plutôt une clientèle ramédiste et très peu, à peine 10% d'assurés à l'époque. Et pourtant, ils ont aussi des avis à donner, et c'est normal. Et si globalement, les taux de satisfaction globale étaient de 76%, 76% c'est pas bon. Hein. Bon et très bon, 76% c'est insuffisant. En général, on dit voilà, il faudrait qu'il soit à 90 pour être satisfait. Donc on n'était pas satisfait du résultat. Mais les points noirs, c'était la communication des médecins. Ils estimaient que c'était insuffisant. Les formalités administratives, même dans le public, ils s'en plaignaient. Le fait de venir, de prendre des rendez-vous, de remplir des papiers, d'attendre debout aux admissions facturation. Et encore une fois, l'alimentation. D'accord. Donc finalement, améliorer l'expérience patient, si on s'en tient, moi, à cette expérience personnelle, je vous dirais, bon, écoutez, voilà, il faut prendre un traiteur haut de gamme à la marocaine et, voilà, et digitaliser les prises de rendez-vous, l'administration vers du paperless, et puis c'est réglé, on aura un taux de satisfaction, en réalité, non, parce que les attentes de la clientèle, elles évoluent beaucoup plus vite que la réaction qu'on peut avoir, nous, à mettre en place des dispositifs pour y répondre. Et à chaque fois que vous améliorez quelque chose, ben ça fait une sorte d'appel d'air. Il y a d'autres patients qui viennent parce qu'ils estiment que voilà, que finalement ce service est bon dans cet hôpital. Et le niveau de réponse aux attentes va baisser parce que la demande est plus importante. C'est un cercle vicieux. En fait, quand on commence très bas, on améliore vite. Il y a peu de frais. Et plus on s'améliore, plus ça devient complexe et coûteux de faire les améliorations. C'est plus difficile de passer de 95 à 96% que de passer de 20% de satisfaction à 70% de satisfaction. Donc on en est conscient. Mais c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. C'est pour ça que cette recommandation de mettre quelqu'un qui veille à mettre en cohérence les résultats des enquêtes de satisfaction avec les process, c'est quelque chose, à mon avis, c'est quelque chose d'important, même si ça aura un coût. Ben, enfin, madame, vous n'avez pas posé une question, vous avez fait un commentaire, une appréciation générale. Mais bon, moi je pense que dans le cadre de la généralisation de l'AMO, théoriquement, la plupart des actes seront entiers payants, seront pris en charge entiers payants. En fait, quoi, c'est l'objectif affiché, que ce soit pour les consultations ou que ce soit pour la pharmacie. Ça veut dire qu'en fait, même votre patient à 2500 dirhams par mois qui est au SMIC, ben, théoriquement, il n'aura que le reste à charge à payer. Alors, bien sûr, si on lui demande 30 ou 40% de reste à charge supplémentaire au niveau du privé, parce que l'AMO n'a pas révisé ses tarifs, c'est sûr qu'il ne pourra pas. Il aura dans le public et ça sera la même chose que pour les ramédistes aujourd'hui. Mais si, effectivement, les tarifs sont révisés comme il a été annoncé, Inch'Allah, à ce moment-là, non, effectivement, il va y avoir un Big Bang, la demande va exploser et nous ne serons pas en mesure d'y répondre. Merci beaucoup. Marin, réponse aux questions, commentaires? Peut-être, c'est juste, nous avons fait une enquête d'image, mais comment on l'a fait? Parce que cette fois-ci, moi, j'ai utilisé les étudiants. Les étudiants qui font la sociologie, etc., qui, en fin de compte, qui veulent faire leur master, parce qu'il y a une université chez nous, là où je suis. Alors, pour éviter le biais, en fait, parce que généralement, c'est vrai que derrière notre dossier d'hospitalisation, il y a des questionnaires à travers lesquels les patients expriment, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Donc, pour éviter tout biais, alors, nous avons utilisé ces étudiants-là, c'est-à-dire ce ne sont pas du personnel, donc on a le questionnaire, et qui administre ces questionnaires-là aux patients qui doivent sortir.
Et ce qui est un peu, peut-être pour moi, entre guillemets, ce qui est impressionnant, c'est qu'avant, il y avait un problème de qualité. C'est-à-dire les gens prenaient plus de temps à l'hôpital. C'est-à-dire la durée moyenne de séjour était longue, en fait. Et avec tout l'accompagnement que nous avons reçu, il y a eu changement, donc la propriété, etc. Donc la durée moyenne de séjour est revenue à 6 jours. Donc il y a presque les 63% se plaignaient qu'on les cherchait, en fait. Alors que c'est une norme, en fait. Vous voyez, 63% des patients disaient que voilà, on est pressé à ce qu'ils sortent. Donc, derrière, qu'est-ce que cela dénote, en fait? C'est qu'au fur et à mesure que nous prenons soin de ces malades, et tout autour de ces patients, le taux de satisfaction, des fois que ce soit direct ou indirect, il y a un impact tout de suite. Donc, nous, d'une part, c'est-à-dire, nous, on interprète ça comme de façon positive, avec nos différents managers, mais pour eux, qui ne sont pas du corps, pensent qu'on les chasse. Donc, c'est un peu ça. Oui, puis il y a aussi une distinction entre la qualité perçue et la qualité réelle, parce qu'on ne vient pas à l'hôpital par plaisir comme à l'hôtel. Donc il y a un biais cognitif, comme vous l'avez précisé. Merci. Alors, un bref commentaire, une question. Le commentaire, c'est que effectivement, dans les relations avec les clients, les patients, les acteurs, les usagers, on peut utiliser la terminologie qu'on veut, mais on sait ce que ça veut dire, et donc c'est essentiel. Donc par rapport aux patients, j'ai utilisé ce terme, il y a bien tout un dispositif qui, en règle générale, prend en compte toute la relation avec les usagers, donc la CRUC, des trucs comme ça, la qualité, de la médiation, donc un peu ce que tu avais dit tout à l'heure, professeur Chauni. Et puis, il y a de plus en plus, effectivement, sur les systèmes d'information, sur les intranets et sur Internet, sur les sites des hôpitaux, de plus en plus d'informations sur la qualité des services, sur l'organisation des services, la possibilité de trouver très rapidement le bon médecin, la bonne spécialité. On parlait de Doctolib qui lui permet de prendre un rendez-vous, mais alors là, ça a révolutionné la vie des patients. Et la question que je me pose, c'est, tu parlais tout à l'heure de quelqu'un qui serait là justement pour réguler entre la réponse à la satisfaction, aux enquêtes de satisfaction, et ce qui doit se faire sur le terrain pour apporter les corrections. Ben moi je me dis c'est très bien, mais c'est encore mieux si en plus ils pouvaient se servir d'un certain nombre d'éléments pour les mettre sur le site de l'établissement en question, pour que le patient puisse vraiment avoir accès à la bonne information. Et de plus en plus, on trouve aujourd'hui des plateformes ou des journaux qui ont sur leur site un peu ce qu'on pourrait appeler la littératie en santé, c'est-à-dire en fait donner des moyens aux patients d'avoir la meilleure information sur le meilleur établissement, sur le meilleur chirurgien, etc. Merci beaucoup pour cette question et pour ce commentaire. Donc, je laisserai le professeur réagir. Je voulais aussi indiquer à tous les participants en ligne que nous recevons leurs questions et nous les transmettons. Donc, c'est vrai qu'on en a beaucoup. Et pour celles qui n'auront pas de réponse maintenant, elles en auront plus tard parce que tout sera transmis aux intervenants. À vous, professeur. Oui, cela dit. Bon, effectivement, je pense que j'ai été un petit peu court quand j'ai dit qu'il s'occuperait notamment de répercuter les informations. Les données des enquêtes de satisfaction, c'est une petite partie d'une fonction telle que celle-là. Il y a toute la partie communication ou marketing en santé tout ce qui est avec les médias sociaux actuels, donc tout ce qui est vraiment interface entre le client ou le patient, comme tu voudras, et l'établissement. Il y a également le fait d'établir tous les termes de référence pour les interfaces digitales avec le patient, vérifier l'ergonomie de ces interfaces-là, essayer de les simplifier, gérer la community management de l'établissement. Donc en fait, c'est vraiment l'interface en bidirectionnel. D'un côté, communication vers le patient adaptée et bien réfléchie, bien conçue pour qu'elle soit reçue, bien comprise, et dans l'autre sens, remonter toutes les expériences positives ou négatives dans l'organisation pour fluidifier, simplifier les process. Avec cette image de patient au centre ou client au centre. Parfait. C'est une belle conclusion. Une dernière chose, oui, peut-être et conclure.
qualité ou expérience patient, il faut faire quand même attention à un écueil, parce qu'on peut dire, le patient, les enquêtes de satisfaction peuvent vous dire que les délais de rendez-vous sont excessifs et que moi je voudrais voir le dentiste dans la journée ou passer l'IRM dans les 2 jours. Si la demande n'est pas raisonnable, bien entendu, donc tant pis, il y aura un taux d'insatisfaction, mais il n'est pas basé sur quelque chose de voilà, c'est la qualité, c'est ce que vous disiez, c'est pas la qualité perçue, mais la qualité réelle, la perception n'étant qu'un élément d'entrée pour analyser. Avec des indicateurs pertinents et puis des objectifs atteignables et raisonnables. Merci beaucoup. Merci à tous les merci trois. Pour la qualité de vos interventions. Dr Bachir, bon, j'espère que sa connexion pourra se rétablir. On lui dira tout de même au revoir et on aura l'occasion de la remercier. Merci beaucoup, Dr Bilbachir. Je ne sais pas si vous nous entendez, si ça se remet. Je vous entends très bien, mais voilà. Moi, je vous entends très bien. Mais je crois que vous m'entendez pas. Si, on vous entend très bien. Bon, restez pour la photo de fin. Merci beaucoup. Voilà. Bon. À Paris ou ici ou ailleurs en présentiel. Merci pour votre témoignage. Nous prendrons une photo traditionnelle et puis vous inviterons à échanger autour d'un café rapide pour reprendre la dernière table ronde et la synthèse surtout. On applaudit tout le monde, merci. Merci beaucoup. Merci, la séance photo. Voilà, super. Voilà.